9. Modalité pratique. La méthode ascétique ici exposée doit pouvoir se réaliser sous n'importe quelle condition, temps et lieu, indépendamment des circonstances extérieures et sans aucun lien de posture rituelle du type des asanas hindous. Il est toutefois utile de rappeler quelques règles indispensables. La position verticale, debout ou assise, est la plus adaptée à l'exercice de la concentration et de la méditation. La station verticale ne doit pas coûter en effort parce que l'état de détente du corps est un facteur essentiel. Une perfection de la station droite ne doit pas provenir de tension, mais plutôt de l'exercice lui-même, comme conséquence de la descente des courants du jeu, ou de l'esprit, le long de l'épine dorsale. Il s'agit d'une pénétration dynamique de force extraspatiale et extratemporelle, qui acquiert toutefois une valeur spatiale dans le domaine vital physique. Les courants du corps astral, que l'être humain a en commun avec l'animal, dans leur expression fluide et physique, ont une direction horizontale, la direction de l'épine dorsale de l'animal, alors que les courants du jeu, et de l'esprit, ont une direction verticale, correspondante à la station droite de l'épine dorsale. Au moyen de l'ascèse, la partie supérieure du corps astral de l'homme, parce qu'unie au jeu, se rend indépendante de sa nature animale et, en tant qu'âme, réalise graduellement le souvenir et la réalité de sa nature spirituelle propre. Normalement, dans l'intériorité humaine il n'y a pas de séparation entre astral inférieur et astral supérieur, ils sont mêlés. L'homme ordinaire obtient un équilibre relatif par rapport à sa propre vie instinctive, ou nature animale, au prix d'un conditionnement de la part de celle-ci. La discipline intérieure, quand elle est régulière, parvient à réaliser l'indépendance de l'astral supérieur de celle inférieure, qui est la voie du contrôle des instincts. Lesquels normalement remportent un élan irrésistible comme impulsion de l'astral inférieur, alors qu'ils peuvent, selon le pouvoir tellurique dont ils se meuvent, s'approprier les forces astrales supérieures et dominer la pensée, jusqu'à conditionner le jeu. En substance, c'est le jeu qui doit séparer son véhicule animique pur de la région de l'âme qui résonne selon le corporel. Grâce à une telle séparation, le jeu peut réussir à empoigner les forces de l'âme enracinées dans la corporéité tellurique, les plus puissantes au sens magique. Le disciple doit pouvoir exécuter les exercices dans n'importe quelle condition extérieure, en marchant, ou en étant immobile, debout, assis, allongé, attaché, avec la tête en bas, etc. Mais s'il veut retirer le meilleur de l'exercice, il doit observer certaines règles minimales, parmi lesquelles celle de la station droite, mais non rigide, du buste. Ce n'est que dans une phase avancée du développement, qu'il peut recourir à une position techniquement prescrite à des fins opérationnelles, sur le dos, avec la tête quasi verticalement relevée, au moins par deux oreillers. De cette façon il est au centre des forces, il peut accueillir les courants solaires du jeu et opérer simultanément avec les courants lunaires du corps astral, de sorte qu'il obtienne cette synthèse-là qui est la base de l'opus magique. Une semblable position est spécialement indiquée pour les exercices concernant la volonté motrice, la dynamisation des courants du corps éthérique, la connexion avec la force que l'on a appelée lumière de vie. La séparation entre l'astral supérieur et l'astral inférieur implique de la part du disciple une présence responsable du jeu à l'expérience quotidienne, plus que d'ordinaire, parce que l'astral inférieur vient à manquer de la stabilité dont il dispose ordinairement grâce à son mélange avec l'astral supérieur et à la possibilité de la conditionner. En réalité, les instincts commencent à manquer de leur aliment animique normal, c'est pourquoi, dans le cas où ils ne sont pas secourus par des impulsions résolues de réintégration, ils commencent à prétendre avec énergie à un tel aliment, montrant qu'ils attendent le moment d'une surveillance diminuée du jeu, pour se déclencher avec une violence inusitée. C'est celle-ci la raison pour laquelle un sain développement intérieur veille surtout au renforcement préventif du jeu dans le domaine dans lequel sa rencontre avec l'astral réveille sous forme consciente les forces originaires de celui-ci, la voie de la pensée. En effet, ce que les êtres humains appellent normalement le jeu n'est pas le vrai jeu, mais celui qui est conditionné par l'astral inférieur, exprimant une autorité de fond des instincts, dans laquelle l'homme ordinaire croit envisager sa liberté. D'où l'on entend souvent qualifier d'égoïste la voie du développement du jeu, alors que le vrai égoïsme consiste justement dans l'absence d'un tel développement. Avant la naissance du jeu, il n'existait pas dans l'âme de force centrale capable de dépasser les limites subjectives et de s'immerger avec dévouement dans la réalité d'autrui, dans la réalité du monde.